Alors, c'est parti, chers amis. Alors, Maître Richard Goyette, comment allez-vous? Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien, Monsieur le Président. Puisque tu m'appelles Maître, je vais t'en donner des titres, tu ne croiras pas. Monsieur le Président, donc... Oui, j'ai entendu votre éminence à un moment donné. Oui, bien sûr, votre honneur, votre émission. Oui. Ben oui, hein, je te dis, hein, voilà. On va passer à un autre sujet. Ce n'est pas vraiment mon dada, les titres. Aujourd'hui, si on se rencontre, c'est qu'on va s'interroger et bien sûr, cet automne, on va faire une série de capsules juridiques. Ça va être très intéressant. Mais aujourd'hui, on va faire une intervention sur une intervention avec le public par rapport à une intervention policière qui nous a amené à réfléchir, à nous poser des questions. Il s'agit d'une intervention policière faite auprès d'un citoyen dont on ne connaît pas le nom, mais pour faire une histoire courte, on va se poser la question suivante. Est-ce qu'un policier peut, de façon discrétionnaire, sans mandat de la Cour, faire une intervention, arrêter un citoyen, lui demander ce qu'il a dans ses poches et s'il a 2000 $ ou plus, ou s'il conduit une voiture de luxe, peut-il décider de saisir le bien temporairement, lui remettre un reçu, puis lui dire, écoute, c'est pas raisonnable que tu aies plus de 2000 $ dans tes poches, c'est pas raisonnable que tu conduises un véhicule de luxe selon la façon dont tu t'habilles ou selon la façon dont tu t'exprimes. Ici, on parle vraiment d'une intervention discrétionnaire. Donc, première question, y a-t-il une loi qui a été votée ce printemps par soit le Parlement québécois ou le Parlement canadien pour faire en sorte qu'un policier puisse faire une intervention comme celle qu'on a vue sur les réseaux sociaux? Oui, effectivement, il y a une loi qui a été votée qui permet, je pourrais en donner le titre. Alors, c'est la loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activité illégale. Est-ce que c'est une loi fédérale ou provinciale? Provinciale. C'est intéressant parce que, oui, il faut dire c'est très intéressant parce qu'il me semble que le volet criminel, c'est de juridiction fédérale. Absolument, en vertu de 91 de la Constitution. Oui. Le droit criminel est fédéral parce qu'à travers le Canada, ce qui est différent des États-Unis, les États sont plus autonomes aux États-Unis qu'au Canada. Oui. Au Canada, on a coast to coast le même droit criminel. Ce qui est intéressant parce que tu soulignes, le provincial ne peut pas créer un crime. Cependant, il peut créer des infractions pour soutenir sa loi. Par exemple, si j'ai un code de la route, j'ai le droit de faire des infractions pénales pour faire respecter le code de la route. On remarquera aussi qu'il y a des actes criminels pour s'il y a une conduite dangereuse. Oui. Que si je me sers de mon auto de manière à mettre la vie en danger des gens, je pourrais me retrouver avec une poursuite au criminel. Mais on comprend que ce n'est pas le même objectif. Oui, c'est ça. Parce que l'objectif provincial, c'est de faire respecter les conditions du code de la route. Les poursuites, le code criminel, c'est parce que c'est une activité qui peut mettre en péril la vie humaine, etc., etc. Okay. Donc, si on revient à notre petite loi, oui. et il est important de dire, on n'a pas tous les faits. Hein? Oui, là, on va parler là, à la radio FM 93, sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est Spotted, Police Spotted, quelque chose du genre là, qui circule. Là. On voit un monsieur avec un sac et là, je pense que c'est la police de Trois-Rivières qui lui dit c'est pas raisonnable, remets-moi ton argent. Là, le monsieur s'obstine avec la police. Il y a un deuxième policier d'ailleurs qui est avec la police. Et là, la policière semble, sous toute réserve, savoir quel est le montant qui est dans le sac ou dans les poches du policier. Ça aussi, on s'interroge. Pas dans le sac du policier, mais du policier. Oui, dans de la personne interpellée. Oui. Pardon. Donc, ici, on n'a pas tous les faits. Comment ça se fait que la police savait que le monsieur avait avec lui plus de 2000 $? Est-ce que c'est un citoyen qui l'a mouchardé? Est-ce que la police le suivait? Il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse, mais l'objectif, ce n'est pas aujourd'hui de prendre ce cas-là spécifique, mais c'est vraiment d'expliquer à la population qu'il existe une loi
qui a été voté par le Parlement québécois au printemps. Et tu as fait l'analyse même des débats parlementaires Oui. en commission et tout ça. Donc, je te laisse la parole là-dessus. Là. On va clarifier autant que possible beaucoup de questions du public par rapport à cette loi-là et non par rapport à un cas spécifique. D'ailleurs, j'invite les gens, je veux dire, je vais tenter de retrouver rapidement, oui, ici le courriel. Donc, si jamais les gens, avant qu'on aborde le sujet, étaient interpellés de façon discrétionnaire par la police pour une fouille, à l'effet qu'ils ont un certain montant dans leur poche, je vous inviterai à nous écrire à info@fddlp.org. C'est très important de comprendre que on est ouvert à un cas type, OK, au niveau de la Fondation pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour le cas type pour bloquer les arrestations discrétionnaires. D'ailleurs, il y aura quelques questions là-dessus parce qu'avant de toujours aller en cours, il y a des choses qui peuvent être faites. Puis je te poserai la question tantôt, mais si jamais vous êtes interpellé par la police, vous êtes un citoyen sans casier judiciaire, vous marchez sur la rue, on vous demande écoute, donne-moi le contenu de ton portefeuille, je vais voir qu'est-ce que tu as dans tes poches. Là, vous nous écrivez et là, on va intervenir avec Maître Goyette, Maître Lamarre, Maître Jalbert. Donc, bref, on a une équipe juridique qui va veiller au grain sur ce volet-là qui fait partie de la loi 54, je pense. C'est ça. Maintenant, c'est le chapitre C52.2, qui est donc la loi sur la confiscation, etc., etc. Okay, parce qu'une fois qu'il a été adopté, on comprend que ça change de nom, mais c'était... peu importe, là, je ne me rappelle plus du numéro. Mais ceci étant dit, il y a un article dans cette loi-là qui prévoit qu'un bien est présumé être un produit d'activité illégale dans l'une ou l'autre des situations suivantes. Commençons par dire que, est-ce que de l'argent, c'est un bien? Ah oui, en vertu du Code civil, l'article 905, parce que c'est transportable. Hein, on sait qu'il y a les biens meubles, les biens immeubles, etc., etc. Oui. Mais c'est un bien parce que c'est pas... c'est ça, c'est de l'argent. Donc, c'est visé par le bien. S'il est présumé... Non, c'est-à-dire, excusez-moi, il est présumé. Alors, de facto, ce qu'on va dire là, c'est clair que tu as à démontrer que l'argent que tu as n'est pas un produit d'activité illégale. On sait qu'en droit, habituellement, surtout en matière pénale, et la charte est très... On reviendra sur la charte, mais très clair là-dessus, là, on est toujours innocent à moins du cas contraire. Et ça, c'est présomption d'innocence. La présomption d'innocence, et ça, c'est ancestral en droit. On sait que notre droit administratif et notre droit criminel découlent de la colonisation. Donc, le régime britannique, et ça, c'est institué depuis des siècles, qu'on bénéficie de la présomption d'innocence. Or, cet article-là vient renverser la présomption d'innocence. Tu deviens tout à coup coupable, puis tu as à démontrer que tu ne l'es pas. Oui. Alors, s'il s'agit d'une somme d'argent trouvée à proximité d'une substance interdite, bon, ben là, il y a de la poudre blanche, il y a de la résine de hache, peu importe. Là, je t'arrête. Oui. Je t'arrête, OK? Oui. Normalement, on sait qu'il y a des équipes d'enquêteurs de la police, ils vont suivre quelqu'un, puis à un moment donné, ils vont le pogner la main dans le sac, il va avoir de la poudre, il va avoir de la drogue, il va avoir de l'argent avec ça. Là, on comprend la situation. OK? Ben, c'est ça. On comprend la situation. Mais cette loi-là continue. Il y a un deuxième paragraphe qui nous achale plus. S'il s'agit d'une somme d'argent comptant de 2 000 ou plus, dont la disposition est incompatible avec les pratiques des institutions financières. Donc, tu as 2 ou plus, dont les dispositions, le fait en dispose ou de la façon dont elle est disposée, là, est incompatible avec les pratiques des institutions financières. Donc, c'est les pratiques des institutions financières qui viennent gouverner l'interprétation de cet article-là. Ça me paraît important parce que là, qu'est-ce qu'une pratique? Est-ce que c'est défini, je veux dire, dans un certain lexique
au départ, dans Non, un c'est préambule? C'est la jurisprudence. Habituellement, tu as raison, tu as fait raison, Stéphane. Oui. Habituellement, au début de la loi, on va Oui. définir les mots-clés. Bien sûr, bien Parce sûr. que Donc, le pratique d'institution financière, ça n'a pas été défini, ça. ben, c'est ça qui m'achale un peu. C'est quoi? Ben oui. Je veux dire, si une institution financière change une pratique, ça devient-tu il va être un acte pénal? Alors, ce que j'ai fait, ce que je fais souvent, hein, je vais lire les verbatims des commissions parlementaires. Et là, c'est M. Jolin Barrette. Qui est le ministre de la Justice. Oui. Or, on sait qu'une commission parlementaire se passe. Il y a différentes commissions parlementaires. Oui. Il y a celle qui était pour cette loi-là. On sait que l'Assemblée nationale au complet, il n'y a pas les 126 députés. C'est des députés du gouvernement et de l'opposition. Ils présentent article par article et ils en discutent. Alors, j'aime bien, écoutez, c'est édifiant comme discussion. À 12.2, donc notre fameux article, là, le commentaire. L'article proposé prévoit une présomption selon laquelle un bien présumé être produit d'une activité illégale, il s'agit d'une somme d'argent comptant trouvée à proximité de substance, ou encore, je laisse tomber la substance, ou encore lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent comptant 2 000 $ ou plus dont les dispositions est incompatibles, encore une fois, avec, en guillemets, les pratiques et institutions financières. Ça, c'est du verbatim, c'est-à-dire que les gens ont dit ça en chambre. Oui, je peux-tu t'arrêter rapidement? Là, oui. Okay? Je vais au guichet automatique, ouais. je fais plusieurs retraits successifs, je garde mon reçu. Oui. OK? Ça ici, je ne vois pas en quel point je ne respecterais pas les pratiques des institutions financières, puisque je prends l'argent du guichet, j'ai mon reçu, je le garde dans mes poches. Il y aurait peut-être un problème si je perds mon reçu, mais on peut toujours sortir virtuellement le relevé bancaire pour montrer, regarde, je viens de faire le retrait ou je viens de faire le retrait au comptoir. Ça, ça me fait suer un peu parce qu'on n'a pas à se justifier. Mais encore une fois, on vient d'empiéter sur un droit fondamental, à mon avis. Je veux dire, sans être avocat, je me dis, pourquoi toi, tu viens m'arrêter pour me poser des questions sur ce que j'ai dans mes poches alors que je suis monsieur et madame tout le monde. Je ne suis pas ciblé par je ne suis pas ciblé par la police, je ne suis pas un criminel. J'ai à justifier pourquoi j'ai 2 000 $ dans mes poches. C'est quand même... En tout cas, je te laisse continuer. Mais là-dessus, j'aimerais ça qu'on y revienne après parce que moi, je trouve, personnellement, écoute, en société, ça ne devrait pas exister. Ça n'a pas de bon sens. Qu'on cible mieux la population, mais qu'on cible, c'est-à-dire la population qui est en infraction, mais que ce soit aussi large que ça. Moi, je pense qu'ils vont se faire casser à un moment donné par les tribunaux, puis on verra pourquoi un peu plus loin. Okay, il y a M. Morin qui dit puis les pratiques des institutions financières est incompatibles avec bon, il veut savoir c'est quoi. Et Jolin va répondre oui, soit il y a une voie, c'est jurisprudentiel. Donc, ça veut dire que d'après le débat, il y a des décisions qui ont été rendues par les tribunaux. Oui. Pour rendre ça, et on sait que quand il y a plusieurs décisions par rapport à une loi, les règles d'interprétation vont être à l'effet qu'à un moment donné, il faut que le gouvernement se décide à modifier la loi selon le droit établi par les tribunaux. Prenons le cas de l'avortement. Il y a eu plein de cas d'avortement. Ici, on a décidé au Canada de permettre. Mais c'est pareil dans plein de lois. OK. Et là, on va regarder. Jolin Barrette nous dit qu'il y a plusieurs décisions qui font référence. Et là, on demande des exemples. Et là, c'est là que ça devient intéressant. J'ai hâte d'avoir les exemples. Là, parce qu'on ne doit pas être dans le 2000 $. Là. En tout cas, t'as du pif. Exemple, en liasse. Alors, les liasses de billets étaient dissimulées dans une voiture attachée au moyen d'élastique passé aux deux extrémités. Donc, tu as une pile d'argent, là, en 10, en 20, en 50 puis en 100. Chaque montant ou paquet d'argent, excusez mes expressions, soyons clairs, chaque paquet d'argent contient de 1 000 à 10 000 attachés avec. Et, ce qui est intéressant, il y avait par liasse de 100 billets. Donc, plusieurs, on va regarder jusqu'où ça va. C'est qu'il y avait 115 000 $, nous dire, bon. Alors, la somme, supposons, de 115 000. Oui.
Provenance 115 000. inexpliquée. Mais là, je comprends en plus. Ben là, 115 000. Là. Y a-tu quelqu'un qui se promène avec 115 000 dans un sac ou sur lui? Dans un coffre d'auto, effectivement, attaché. Oh non, je veux dire, je peux comprendre là, qu'il peut y avoir un suivi policier sur 115 000 dans le coffre de ton char. Voilà. Mais on n'est pas à 2 000 sur soi. Non, puis là, après ça, on parle de 150 000 dans des sacs de sport, puis on est à... Et tous les exemples qui sont donnés, là, c'est des sommes faramineuses. Mm-hmm. Or, les débats n'ont pas porté sur 2000. Il n'y a personne qui s'est inquiété à l'Assemblée nationale de savoir si c'était terrible 2000 pour un citoyen lambda qui se promène sur la rue. Oui. Maintenant, on comprend que le policier ne peut pas vérifier les gens sur la rue, dire « Ah, il y a un petit sac, lui. » Je te pose la question, justement. Il ne peut pas dire « Regarde-moi, là, on va faire une opération de style prévention d'alcool au volant dans le temps des fêtes. On bloque une rue, puis là, après ça, on fait un contrôle routier. On ne peut pas dire, ben là, on va bloquer la rue ou on bloque un centre d'achat aujourd'hui, là. OK, une porte de centre d'achat, puis on demande aux gens de nous montrer le contenu. On peut-tu faire ça? Ben moi, ça me paraît non. Puis d'autant plus que l'arrestation sans mandat par un agent de la paix, l'article 491 du Code criminel prévoit, là, peut arrêter une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit, pour des motifs raisonnables, a commis. Là, il y a quelqu'un qui se promène sur la rue avec un sac d'argent. Tu peux-tu l'arrêter sous prétexte que moi, je pense que ce n'est pas raisonnable qu'il se promène sur la rue avec un sac et qui contiendrait de l'argent? Oui, il y en a plein poche. C'est pas raisonnable. Tu sais, la raisonnabilité, je donne... C'est pourtant ce que la policière invoque, hein, la raisonnabilité du montant. Oui, parce qu'elle voulait le mettre en arrêt. Elle voulait le mettre en arrêt, mais moi, je me dis indirectement, elle se référait à l'article 91 à mon avis, du Code criminel. Okay. Du Code criminel, parce qu'elle voulait l'arrêter comme la fouille aussi sans mandat. Sans mandat. Et là, il faut regarder, je m'excuse, hein, c'est parce que... Bon, c'est correct. Faut que je me retourne. C'est très clair, là, la charte, premièrement, l'article 1 qu'on connaît, là, qu'on connaît parce qu'il est cité souvent, la Charte canadienne des droits garants. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Alors, est-ce que dans une société libre et démocratique, est-ce que c'est raisonnable de penser que parce que tu as un sac, puis je veux fouiller tous les sacs, puis etc., etc. Bon. Et que la population vont dire, OK, prenons l'exemple, par exemple, quand on ferme la rue pour voir si les gens sont sobres, ça me permet l'expression, dans le temps des fêtes. Il n'y a jamais eu de levée de bouclier de la part des citoyens sur ces questions-là, parce que c'est de plus en plus de coutume qu'on ne prend pas d'alcool au volant, puis on peut juste penser à un autre sujet qui n'a rien à voir avec le droit pénal, puis quoique il y a du pénal là-dessus aussi, mais la cigarette, personne n'est offusqué ou peu qu'on ne fume pas dans les restaurants, dans les cinémas, comme ça se faisait avant. Donc, il y a des choses où la population va comprendre et va être tolérante. Maintenant, voyons l'article 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Donc, encore une fois, reprenons notre exemple. Est-ce que c'est normal que je vois quelqu'un sur la rue avec un sac, un pack-sac, peu importe, là, de demander à ce qu'il... à ce que je l'intercepte. La fouille, la perquisition, encore plus précis, l'article 8, chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Ben, ça commence à être ça, non? Ben, ça commence à être pas mal ça. Et l'arrestation et détention, chacun a droit en cas d'arrestation ou de détention d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation. Moi, je pense que tu as de l'argent et ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas un motif. Je donne un exemple stupide, là, parce que j'aime bien les caricatures. Présentement, au Québec, il y a des gens qui roulent en Ferrari ou en Lamborghini. Ils ont le droit, hein? Maintenant, on pourrait se poser la question,
un auto de ce prix-là que tu mets sur la route, compte tenu que le gouvernement du Québec a 50 de ses routes à faire, là, bon, je suis un peu dans le domaine du génie civil, ils ont 50 de leurs routes à faire parce qu'elles sont complètement défoncées. Est-ce que c'est raisonnable que tu te promènes avec un auto, mais ça ne te regarde pas, police? Tu ne viendras pas mettre un article dans le code, dire si les autos sont, puis la route est carrossable. Qu'est-ce qui est raisonnable dans une société? Je comprends que j'en fais une caricature, mais moi, je pourrais penser, n'ayant pas les moyens, que je ne mettrais pas ça sur la route. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ceux qui peuvent le faire, qui font attention, etc. Donc, on comprend que la raisonnabilité, qu'est-ce qui est raisonnable à quelqu'un et qu'est-ce qui ne l'est pas? On pourrait dire dans ce cas-là, quel est l'état de notre système de santé? Est-il raisonnable d'attendre 19 heures à l'urgence quand on n'attendait pas avant? Est-il raisonnable que notre système d'éducation s'écroule? Tout le monde va dire non. Ah, comment ça fait? Le gouvernement trouve que c'est raisonnable, lui, il ne fait rien. Ah, c'est quoi la raisonnabilité quand on essaie de la démontrer? Juste une question pour mettre en perspective, parce qu'on n'est pas tous avocats. Oui. La loi 54, là, je l'appelle comme ça, ça a peut-être changé de numéro. C'est ça, oui. Bon. C'est pas grave, oui. Ici, comment je pourrais dire, on parle de la charte, l'article 8 de la charte. Oui. Est-ce que la charte peut faire en sorte qu'une loi soit en contradiction avec les principes de la charte? Donc, la charte semble être au-dessus d'une loi du Parlement du Québec. Est-ce qu'une loi peut être illégale? Ça, je pose. Oui, il y a des lois qui sont rendues inopérantes ou des dispositions Est-ce que ça se pourrait que cette loi-là soit illégale, même si elle est appliquée par les policiers? Certaines dispositions, parce que la loi a plus que cette... Oui, à mon avis. Oui. OK. Et moi, même cette disposition-là, je me dis, si dans une loi provinciale, tu crées une présomption d'un acte... Je trouve peut-être une que présomption ça passe le test. De culpabilité. Là. Ben, tu sais, je me dis, attends un peu, là, je suis porté à penser... Bon, premièrement, oui, la charte provinciale, la charte fédérale, les deux sont au-dessus des lois. Ça, c'est clair. Okay. Donc, on peut rendre inopérante une disposition. Oui. Maintenant, moi, ce qui m'achale toujours, puis j'en parlais, je pense, lors de l'Assemblée, le Congrès. Oui, moi, c'est le petit bout de la charte qui dit « Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. » On est dans l'article 1 de la Charte canadienne. Charte fédérale, c'est ça. Moi, ce qui me fatigue, c'est la raisonnabilité encore. Oui. Si je regarde la Constitution américaine, tu as la liberté de parole, la liberté de penser, la liberté, etc. Et on ne fait pas de mention à la raisonnabilité. Bon, ni la raisonnabilité, mais ce qui s'explique dans une société, dans le cadre d'une société démocratique. On se souvient que j'avais soulevé 2 conférences de l'ex-juge en chef de la Cour suprême, Mme McLaughlin, qui, elle, se vantait de ça par rapport aux Américains. Parce qu'elle faisait une conférence aux Américains. Mais ça, les Américains, ils doivent l'avoir trouvée un peu prétentieuse. Moi, non. Oui. Mais il se pourrait que les Américains aient trouvé qu'une juge de la Cour fédérale canadienne vienne dire c'est quoi ça, ce qui se passe dans la société de la liberté. Quand tu as des positions aussi fermes en matière de liberté, tu vas dire c'est quoi ça, une société libre et démocratique? Wow. Par exemple, il y a plein de dictatures qui se sont dit libres et démocratiques au bénéfice du peuple. Ben écoute, mais qui fixe? Excuse-moi. République démocratique populaire de Chine. C'est le nom que ça portait. Bon. C'est rendu République populaire de Chine. Mais la démocratie, tout le monde, c'est un mot bonbon. Hein? C'est un mot bonbon. Lorsqu'on détient la vérité avec le socialisme scientifique selon les communistes, on est dans une véritable démocratie, abolition des classes sociales, avec un parti unique qui vous dit quoi faire. Ça comme, admettons, bref, ils appellent ça démocratie, eux autres. Nous, on a une définition différente. Je vais donner un exemple dans un pays étranger où il y aurait une dictature. Ce serait un professeur d'université, par exemple, qui enseigne et qui est diplômé, bio, etc. C'est un spécialiste et qui, lui, prétend que le vaccin ou le masque, ou peu importe, c'était pas bon. Alors, dans une dictature, je présume que ce professeur d'université-là qui serait minimalement congédié.
Ben, il serait minimalement dans une dictature. Oui, Ça n'arrivera pas au oui. Québec. Ça n'arrivera pas au Québec. Jamais ça arrivera au Québec. On ne connaît personne qui a été congédié, qui travaille dans l'université. Non, Surtout pas personne. l'Université Laval. Surtout pas. Ben non, parce qu'ils Non. suivent J'ai le code. étudié là, moi. C'est Mais surtout pas l'Université Laval. Ouais. c'est là que tu as pogné ton petit coup fait chaud. Ah, ça, c'est chiant. Non, mais écoute, Amusons-nous, là. moi, je suis extrême droite. J'ai été radié pour être un extrême droite Imagine-toi. qui parle contre un narratif gouvernemental pour protéger la population, mais c'est qu'on change de sujet. Non, mais c'est ça. Non, tu es dans le sujet. C'est que dans la mesure où je peux créer une règle de droit que le monde qui sont inquiets, nerveux, à qui on fait peur à l'année, présentement, depuis 2-3 ans, on sait que le nombre d'instabilité sur le plan psychologique explose. Je te dirais plus pratiquement 5 ans. On approche du mois de mars 2025. Tu as tout à fait raison. Donc, on s'aperçoit que cette notion-là est élastique. Parce que je peux l'interpréter si on me fait croire qu'il y a des cas d'urgence. Par exemple, et là, soyons parano un peu dans un autre gouvernement, dans un autre pays, on sait qu'il y a des débats pour faire disparaître la monnaie, les espèces. Oui. Moi, je suis contre ça. D'ailleurs, étrangement, parce que je fais des petites recherches, j'ai été voir, il y a un article du Journal de Montréal du 9, je pense que c'est le 9 septembre ou mars, je pourrais le fournir, là, c'est juste que je ferme l'écran, de 2021. Oui. Où c'est sur l'opportunité d'avoir encore de l'argent. Et c'est le pour puis le contre. Ben oui. Et c'est intéressant que la conclusion, c'est qu'il y a des éléments pour les deux, mais il ne faut pas oublier qu'une carte de plastique, ça ne vaut que son poids en plastique. Alors que l'argent, ce n'est pas le poids en papier qu'elle vaut. C'est sa valeur nominale et la Banque du Canada en imprime. Oui, je veux juste faire une parenthèse. Là. Oui. Je vais faire des capsules cet automne avec des spécialistes. Moi-même, disons, j'ai beaucoup étudié et fait des sorties sur la question, mais on va revenir aux états financiers de la Banque du Canada, les banques canadiennes. On va vous expliquer c'est quoi la monnaie, qu'est-ce qu'elle était avant. On va même parler de la monnaie internationale, qui est une monnaie nationale qui s'est internationalisée avec des accords signés en 1944, qu'on appelle les accords Bretton Woods, qui a fait du dollar américain subséquemment à la guerre le dollar qui devait être utilisé, disons, pour reconstruire l'Europe et qui est devenu la monnaie impériale, si on veut, qui était adossée à l'or. L'adossement s'est terminé en 1971 avec le gouvernement de Nixon. On va vous expliquer tout ça. On va vous expliquer les impacts que ça a eu sur l'économie mondiale, mais aussi sur la politique qui dépend du financement de la finance internationale. Beaucoup de choses vont être abordées avec différents experts, Valérie Bugault, Étienne Chouard, plusieurs experts qui vont venir discuter avec moi de ce volet-là. Et tu seras le bienvenu, hein, d'ailleurs, parce que c'est toujours bon d'avoir le volet légal de la chose. Mais là, je suis en train d'ouvrir une parenthèse. Oui, mais elle est importante, Stéphane, puis je vais aller rapidement, le temps est compté. Mais ce que tu soulèves là, c'est que moi, quand il y a une disposition, puis j'ai toujours été comme ça, quand j'enseignais à l'université, c'était pareil, je disais à mes étudiants, n'apprenez pas le texte, c'est-à-dire apprenez pas le texte. Posez-vous la première question, une fois que vous avez lu l'article, dites-vous toujours qui a un intérêt à rendre cet article-là ou l'écrire dans une loi, qui a assez de pouvoir pour dire au gouvernement, tu vas faire ça. Moi, on dise à des gens que la drogue, certaines drogues, ou etc., sont un fléau social. On voit la déchéance chez certaines personnes. On ne parle pas là, de ce qui est permis présentement, mais il y a on voit le nombre de personnes hospitalisées. Donc, que le gouvernement prenne des actions pour sauver la population, mais c'est encore un geste hypocrite. Ben oui, parce que c'est un cheval de Troie, c'est une couverture, ça, d'invoquer la drogue. Le nombre de personnes qui restent sur la rue maintenant, qui sont dans la déchéance, les as-tu aidés? Alors, regardons les articles de cette loi-là. Oui. Et quand on parle de la jurisprudence, te parle de 150 000, puis toi, tu le passes à 2 000, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a justement un cheval de Troie, comme tu dis, pour que l'argent liquide disparaisse de manière, et on le voit en Europe aussi, là,
Qu'on aille voir l'expérience ailleurs, puis ce qui se passe ailleurs, puis on va comprendre. Donc, je suis d'accord avec toi que c'est important de comprendre ce système-là, parce que si on capte l'argent des gens, ils n'ont plus d'autonomie. Il y a ça, et il y a aussi le fait, je veux revenir au système bancaire que je vais aborder cet automne, la fragilité extrême du système bancaire qui crée de l'argent à partir de rien, le système de réserve là, où on crée de l'argent à partir de rien. Lorsqu'on est une institution financière, on a le droit de créer de l'argent à partir de rien. Là, présentement, tout est réserve fractionnaire, je veux dire. Tout est très fragile. Le dollar américain est très fragile. Le système bancaire est très fragile. Ils n'ont pas l'argent qui les reflète au compte bancaire. Ils ne l'ont pas matériellement. Donc, ils patinent et ils ne veulent pas que vous fassiez des retraits au guichet automatique. Donc, indirectement, c'est une prévention pour protéger la pérennité, étirer et gagner du temps, la pérennité du système bancaire, du fait de dire aux citoyens, il ne faut pas que tu payes plus que 2 000 dans tes poches. Ce que ça fait, sous prétexte qu'on veut combattre le crime organisé puis l'argent de la drogue, c'est plutôt qu'on veut faire peur aux gens. Et on se dit, hey, tu sais, je ne suis pas un criminel, mais moi, je ne veux pas de trouble. Fait que ce que je vais faire, je n'irai pas retirer dans une journée 2 000 $. OK? Et ça va dissuader les gens de le faire, OK? Même s'ils ne sont pas criminels. Je veux dire, sous prétexte, on voit présentement, sous prétexte qu'ils veulent combattre le crime, ce qu'ils font, c'est qu'ils font peur à l'ensemble de la population, puis ils permettent aux banques de respirer, puis de ne pas avoir des retraits de nos actifs, supposément de nos actifs, ils ne veulent pas voir qu'on les retire parce que ça les mettrait en péril. C'est ce que ça ferait. Et là, on est dans une période quand même très, très fragile là, au niveau du système bancaire. Donc, pour moi, effectivement, qui a un intérêt? Je répondrais, les banques ont un intérêt à ce cheval de Troie-là. Faire un jeu de mots, je dirais que les banques n'ont pas seulement que l'intérêt, ils ont le capital. Ils ont le capital. Oui. Bon, petit jeu de mots facile. Alors, j'espère qu'on a répondu aux questions. Je remarque qu'on est déjà à plus de 30 minutes. Oui, ben écoute, je veux savoir, moi, pour un citoyen, là, on a mis le courriel tantôt, je vais le remettre. OK? Un citoyen se fait interpeller, la policière ou le policier va lui dire « Donne-moi ton argent. » Okay? Il va te dire « Donne-moi ton argent. » Parce que c'est pas raisonnable que tu aies 2 000 $, 3 000 $, 4 000 $ dans tes poches alors que tu es en train tu as été arrêté, puis tu t'en allais aux douanes, puis tu voulais aller faire un petit voyage aux États-Unis. OK? Et là, ça met en péril ton voyage. Elle dit, ben écoute, je saisis ton montant, je vais te donner un reçu. Tu peux pas faire ton voyage quand même. Les hôtels sont payés, tu viens de perdre ton voyage. Là. Donc, ici, est-ce que y a-t-il des mécanismes comme une plainte déontologique? Oui. Je te pose des questions. Non, mais c'est bon parce que je suis assez content. Je vais avoir l'air du gars qui fait ses devoirs. Tu sais. Ah oui, bien, vas-y donc. Oui, il y a le code de déontologie des policiers. Alors, le code vise à assurer, l'article 3 du code de déontologie, le code a assuré une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de service à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne. OK? Ça me paraît, et de la Charte québécoise. Donc, quand le policier agit, c'est son mandat de tenir compte d'eux. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. Et le paragraphe 5 de l'article 5 dit « Manquer de respect ou de politesse à l'égard d'une personne. Donne-moi ton argent, donnez-moi votre argent, puis d'un coup, moi t'arrêter. » Tu sais, bon, moi, je pense que continuez à vous voyez le monde. Là. Bon. Okay. Mais là, on n'est pas loin, mais le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public. Faire des menaces ou de l'intimidation, du harcèlement. Si pas ça, on va t'arrêter. Le travail sur Facebook, là, c'est carrément un manque de respect. Puis oui, mais admettons qu'elle savait... parce que la question que je me pose souvent, c'est celle de te soulever. Comment qu'elle savait qu'il y avait 4 000 $? C'est pas que j'arrête pas quelqu'un sur la rue comme ça. Là. Okay. Faire attention, c'est la policière. Ouais. Elle n'est peut-être pas fine pareil, ou fine, ou gentille, je ne sais pas, elle est peut-être bien fine dans la vie. Là. Porter sciemment une accusation contre une personne sans justification.
Tu n'as pas le droit en vertu du code de déontologie et abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration. Bon, ben moi, j'aime bien porter sciemment une accusation. Et là, bien sûr, ça ouvre à des poursuites en droit civil. Ici, là, elle n'était Atteinte à la pas. réputation. Il ne fallait pas qu'elle lise les droits, justement, aux citoyens, ou qu'elle lui donne ses droits en vertu de la loi 54, article X. Je t'arrête parce qu'on t'a suivi et on présume que. Ben, ce qui me fatigue, justement, parce que si ce monsieur-là, si cette personne-là, il n'y a pas eu une dénonciation où ils n'ont pas appris qu'il y avait de l'argent illégalement, moi, je pense qu'il va y avoir des poursuites civiles, effectivement, de la façon que ça s'est fait. Code de déontologie, code civil, atteinte à la réputation, dommages, etc. Tu dis parce que c'est pas raisonnable quoi? Ça ne veut rien dire, pas raisonnable. Puis elle n'a pas vu l'argent, fait qu'elle ne sait pas s'il y avait une pratique avec des élastiques ou peut-être. Hey, j'ai une autre question rapide à te poser. Là, on sait que déontologiquement parlant, si jamais des gens, ça vous arrive, écrivez-nous info@commercial.fddlp.org. La Fondation va vous guider pour obtenir des formulaires pour faire des plaintes déontologiques, à la fois contre le policier, mais je pense aussi contre les services de police, n'est-ce pas? Ben, c'est ceux qui sont liés à ça. Ceux qui sont liés, là, disons, s'il y a eu une stratégie et qu'on violait vos droits. Ah, ben, si jamais il y a une stratégie en plus. Ouais. Mais j'aurais un doute, là. Mais si jamais il y en a une, là, ce serait complot, ce serait terrible. Là. Ça voudrait dire qu'il y a eu des ordres d'en haut. Oui, ben c'est ça. Capitaine de police décide de. Ben, capitaine ou le gouvernement, admettons qu'il y aurait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus, et soyons prudents, de savoir justement comment ça va être appliqué et pourquoi c'est appliqué. Parce que là, on s'adresse aux citoyens comme nous, qui pourraient se faire. Mais ça me. Écoute, pour l'instant, parce qu'il faut faire attention aussi, puis on va en reparler là, dans une autre capsule, mais la loi sur la sécurité publique qui a été modifiée ou instituée, là, moi, à mon avis, ce n'est pas pour tout de suite. C'est qui prépare des actions. On comprend? Alors, il y a plusieurs lois qui ont été votées là, qui restreignent les droits fondamentaux. Oui. Là, on va revenir dans ils vont tranquillement. La question qui se pose, c'est est-ce que si jamais il y a une pratique un jour à cause de la monnaie et des sommes qu'on peut avoir, on veut s'en servir, est-ce que. Mais d'un autre côté, ce serait très dangereux pour l'État parce qu'il va falloir qu'il démontre. Tu as beau penser que ça a l'air d'un acte criminel, il va falloir que tu montes à quelque chose. S'il y a. Imaginez le scandale, s'il y en a une couple qui sortent, là, ils vont se faire taper sur les doigts. Moi, je pense que la batterie de loi, donc C-63 au fédéral pour contrôler sous couvert de combattre la pornographie juvénile pour les enfants, est-ce que personne ne peut s'opposer, bordel? Mais est-ce qu'il y a seulement que ça pour filtrer? Ben non, on l'a vu pendant le COVID. D'ailleurs, même Zuckerberg a dû s'excuser pour dire « On ne le savait pas. » Je pense qu'il sait que le vent tourne aux États-Unis. Puis, le vent tourne solide. Si les républicains rentrent, il va vraiment manger toute une. J'espère aussi que ça va avoir une répercussion sur les satellites dits alliés des États-Unis. On est un satellite, on est la cour arrière des États-Unis ici. Là. Donc, en espérant que ceux qui ont agi dans le sens contraire de nos droits fondamentaux vont être réprimandés, vont être enquêtés par la vague républicaine aux États-Unis. J'espère. En tout cas, ici, on est idéaliste un peu, là, mais minimalement, si au moins il y a un remplacement du gouvernement actuel aux États-Unis, on va respirer, puis on va peut-être espérer avoir un peu plus de paix, là, surtout avec Kennedy, Tulsi Gabbard, Elon Musk qui est en appui au niveau de la communication, bien sûr Donald Trump. À la présidence. Espérons. Moi, restons prudents, mais on verra. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une vague de démocrates qui prennent, enfin, c'est une façon de parler, là, qui prennent le pouvoir du Parti républicain parce qu'ils étaient tannés des foyers républicaines.
mais que ce n'est plus l'ancien parti républicain, non. N'eût été de certaines choses. C'est vraiment des gens... à une unité nationale, un gouvernement d'unité nationale. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'en parle pas du tout au Québec dans les médias. Là. Je parle à plein de monde qui ne savent pas encore que Robert Kennedy est là, très présent. Puis, c'est quelque chose. Hein? On a l'air de quitter notre chantier de ce matin, mais je pense qu'on ne le quitte pas. Le but de la Fondation, je ne peux pas parler au nom de la Fondation, là, mais des fois, je parle avec le président. Mais nous. T'es le conseiller juridique, c'est sûr. Bon, mais restons modestes. Il y a un conseil d'administration. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'un des buts de la Fondation, il faut le comprendre, puis tu me reprendras là si. Bien sûr. Ça a été créé dans un mouvement où il était permis d'illustrer de façon phénoménale. L'État nous a aidés à démontrer le manque de démocratie, alors qu'on ne vende que ça. Et on remarque, à force de faire de l'analyse, qu'il y a plein de choses qui se passent et qui avant auraient peut-être passé inaperçues. Je pense que la vocation de la Fondation est en train de s'élargir comme une espèce de déclencheur, d'alerte, mais pas dans le sens... enfin, je pense que les gens vont comprendre ce que je veux dire, là, de dénonciation, pas de complot. Mais quand tu regardes que A, B, C, D, et il y a des composantes qui révèlent, c'est eux autres les révélateurs, c'est l'Assemblée nationale et les gouvernements qui nous alertent en passant des lois que peut-être on peut se poser des questions. On peut se tromper. Attention, pas à l'abri d'erreur. C'est dans les procès-verbaux, on le voit. Mais c'est ça, mais quand il y en a plusieurs... Dans les projets de loi. Ouais. Donc, je pense que c'est intéressant de réfléchir sur ces questions-là. Tu vas chercher à part de ça plein d'autorités nationales ou internationales qui nous éclairent aussi. On n'est pas en vase clos, au contraire, on est plus internationaliste qu'à peu près que n'importe quel gouvernement. Donc, dans ce cas-là, moi, je pense que c'est intéressant justement de dire aux gens, écoutez, on ne capotera pas avec ça, là, mais on va tenir nos distances, puis on va surveiller, puis en disant, ben, si jamais ça vous arrive, bien sûr, on s'entend avec la parenthèse que tu as fait, si vous avez un dossier criminel, si vous êtes là-dedans, vous essayez de passer, savoir si vous avez des petits conseils juridiques gratuits. Oui. Ça, c'est pas ça. Parce qu'on perd la face. Tu perds la face. Bien sûr, des avocats vont dire, oui, mais en principe, peu importe que ce soit criminel ou non, il y avait le droit de. Oui, mais ce n'est pas notre mission. C'est pas notre mission. Mais la mission, pour informer les gens, puis agir s'il y a quelque chose qui se passe, là, je pense que oui. Enfin, c'est l'opinion que je sais que Maître Lamarre, je vais passer rapidement là-dessus, m'a parlé des articles du Code criminel 489. Oui, c'est la fouille. Et 490. Bon, encore une fois, je vais résumer ça très rapidement. Si jamais vous êtes un citoyen sans casier judiciaire, okay, on va être très puriste, sans casier judiciaire. Et qu'il n'y a pas d'activité criminelle. Même s'il n'y a pas de casier, s'il y a des activités criminelles liées à son argent. Là. Bon, exactement. Donc, si vous vous posez des questions, info@fddlp.org. Donc, les formulaires pour les plaintes déontologiques à l'égard d'un policier, avoir la possibilité de récupérer son argent. Là, vous devez avoir un reçu. Vous avez vu la policière, elle va dire, on va te donner un reçu. Bon, vous avez votre reçu, vous avez un document, là, un rapport de police qui prouve que vous êtes fait saisir votre argent. À ce moment-là, vous pouvez nous écrire. On va étudier le dossier en comité, bien sûr, pour nous assurer que vous n'êtes pas en périphérie d'activité criminelle. Mais notre objectif, c'est monsieur et madame tout le monde qui n'est pas un criminel et qui se fait interpeller de façon discrétionnaire. Ben, on veut vous protéger et éventuellement, on verra, ça pourra peut-être amener à une cause constitutionnelle. Mais si jamais ça arrive, on va se parler et on va trouver un cas type, puis on va bien sûr demander à la population de nous soutenir et de soutenir le cas type pour qu'on puisse avoir rapidement un jugement qui fasse en sorte que les dispositions de cette loi-là soient abrogées. Bon. Alors, merci, cher Richard. On voulait faire ce cours, c'est dur, hein? On a tout le temps quelque chose à dire. On va